We have been implementing community-led monitoring for Global Fund since 2019, and it has proven to be a very revolutionary and effective component of the work that we do. The CLM has enabled communities to take ownership of their own health outcomes, to also do significant investments in health, to be able to ensure that the primary health care component of all this is effective. I think that community-led monitoring is the way to go, in that it also helps us establish sustainability. Once the future is in the hands of the community, it is the way to go. En effet, l'implication de la société civile dans le suivi des activités communautaires de lutte contre le paludisme n'est plus à démontrer, en ce sens que cette lutte que la société civile mène aide à identifier les communautés à faible accès aux soins, aider les femmes enceintes à accéder à des bons soins, mais aussi et surtout aider nos gouvernants à mobiliser des ressources domestiques pour la lutte contre le paludisme, mais aussi et surtout aider les relais communautaires et les agents de santé communautaire à être plus efficaces et dynamiques sur le terrain. Ghana has been implementing community-led monitoring for the past 3 years. One significant change in implementing community-led monitoring has been empowering communities to monitor implementation of interventions that affect them and that improve their lives. Community-led monitoring has improved the lives of persons affected by malaria, and they are able to monitor implementation at community level. It has also helped them to collect data on implementation issues, identify commodity gaps, and also call on duty bearers to ensure that services are affecting them at wherever they are. One significant change that community-led monitoring has done in Ghana has been giving the tool to monitor, to identify gaps, strengthen the capacity of community members, especially malaria-affected communities, to be able to hold duty bearers accountable. CSFOM est un réseau qui réunit près de 600 OSC engagés pour l'élimination du paludisme. CSFOM a développé au cours de l'année 2022 un guide de suivi communautaire des interventions de lutte contre le paludisme. C'est le tout premier guide adressé à la société civile qui traite du suivi communautaire des interventions clés de lutte contre le paludisme. Le guide de suivi communautaire des interventions clés de lutte contre le paludisme est un guide tout d'abord adressé aux acteurs de la société civile qui permet de pouvoir mener des actions et des activités de qualité dans le cadre du suivi communautaire des programmes clés de lutte contre le paludisme. Dans ce guide, vous trouverez de manière pratique toutes les étapes à suivre pour mener un suivi communautaire de qualité. Ce guide sera très utile pour développer des projets liés au suivi communautaire, pour développer les plans stratégiques de lutte contre le paludisme, ainsi que dans le développement des notes conceptuelles paludisme adressées au Fonds mondial. Ce guide est accessible gratuitement à tous les partenaires impliqués dans le lutte contre le paludisme, aussi bien les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers impliqués dans le lutte contre le paludisme, que toute organisation ou institution œuvrant pour l'élimination du paludisme. Nous vous invitons à télécharger gratuitement ce guide sur le site de CSFOM. Bonjour une fois de plus à tout le monde. Nous vous remercions de vous être connectés ce matin pour ce webinaire. Et nous allons démarrer dans quelques minutes, juste le temps de laisser aux collègues de la société civile de nous rejoindre. Nous remercions déjà ceux qui ont pu se connecter jusqu'à présent pour cet important webinaire.
nous incitons tout le monde à vraiment nous rejoindre pour pouvoir partager avec nous tous comment est-ce que la société civile peut mieux intervenir dans le grand making. Vous savez, depuis la fin de l'année 2022, la société civile et les pays même sont engagés dans le processus du G7. Il s'agit d'un processus au cours duquel les pays qui bénéficient des subventions du Fonds mondial adressent leurs demandes de financement afin de pouvoir bénéficier des fonds nécessaires pour lutter contre les 3 maladies. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons notre voix, notre mot à dire, notre contribution à apporter dans le cadre de ce processus. La plupart des pays ont soumis leurs demandes de financement lors des fenêtres 1 et 2. La fenêtre 1 qui était en mars et la fenêtre 2 en mai. Les pays de la fenêtre 3 vont soumettre leurs demandes de financement bientôt. Mais pour les pays des fenêtres 1 et 2, un processus a démarré. Il s'agit du processus Grand Making. C'est un processus qui vient juste après la soumission de la demande de financement. L'expert qui nous a rejoint ce jour pour pouvoir nous parler de ce processus va nous édifier davantage quant à cette étape très importante dans le processus du G7. À côté de cet expert, nous avons d'autres leaders de la société civile qui vont également intervenir, un peu pour nous parler de pourquoi il est important que la société civile paludisme s'implique davantage dans le grand making et quel est ce qu'on attend de la société civile dans le cadre de cette étape importante du processus du G7. Donc, nous vous prions de rester connectés tout au long de ce webinaire. Ce webinaire sera très intéressant, tout aussi intéressant que ce que nous avons eu à suivre il y a 2 jours, mardi dernier, sur la thématique les communiqués au centre des interventions de lutte contre le paludisme. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat box de Q&A. Le webinaire est bilingue, donc en français et en anglais. Nous avons des speakers, des panélistes bilingues. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les 2 langues. Elles seront toutes les questions, toutes les sollicitations seront répondues. Donc, nous vous remercions une fois de plus pour votre présence. Et d'ici quelques minutes, d'ici 2 minutes, nous allons démarrer notre webinaire afin de mieux apprendre sur le processus du G7. Donc, je vais tout d'abord laisser le soin aux panélistes de pouvoir s'installer et par la suite, nous allons démarrer le webinaire. Merci à vous. Okay. Merci une fois de plus à vous tous de vous être connectés ce matin. Nous allons démarrer notre webinaire. Sans plus tarder, je vais d'abord présenter l'agenda de notre webinaire. Nous aurons en mode d'introduction Mme Fatima Kolo d'Apmin au Nigeria qui va ouvrir ce webinaire de manière officielle. Puis nous allons passer la parole à M. Magloire Koetier, qui est un expert dans le paludisme, qui va nous édifier sur la thématique dont on va parler ce matin. Après, nous allons ouvrir les discussions où tous les participants pourront lever la main, participer, poser des questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, aussi bien aux différents panélistes qu'à d'autres participants. Donc, le micro sera ouvert juste après la présentation de M. Magloire. Par la suite, ce webinaire sera clôturé par M. Babacar Thiam du Sénégal, qui va nous édifier également sur comment est-ce que nous, en tant que société civile, nous pouvons mieux contribuer dans le cadre de l'étape Grand Making. Donc, je dirais d'abord juste un titre de rappel. Nous vous prions de vous assurer d'avoir une bonne connexion Internet là où vous êtes actuellement pour suivre de manière calme le webinaire. Et lorsque vous entrez dans le webinaire, nous vous prions de vous présenter en donnant votre nom, le nom de votre organisation et votre pays. Vous pouvez également choisir la langue en cliquant sur le bouton interprétation et juste suivre les directives. Vous pouvez poser durant les différentes présentations, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat box et le Q&A et elles seront répondues au moment opportun par les différents panélistes interpellés. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les questions seront répondues. Nous vous prions juste de ne pas interrompre les panélistes lorsqu'ils auront la parole. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Fatima, tout en rappelant que nous sommes sur la plateforme CSOMI qui
regroupe à ce jour plus de 600 organisations de 48 pays, avec pour mission, pour vision de pouvoir libérer le monde du paludisme. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager au maximum auprès des organisations de vos pays le lien d'adhésion à CSFORMI. Nous allons partager ce lien à nouveau dans le chat box pour que vous puissiez facilement partager également et inviter les autres organisations que vous connaissez qui œuvrent dans la lutte contre le paludisme à rejoindre la plateforme CSFORMI. Nous serons très heureux d'accueillir tous ceux qui veulent travailler dans le cadre de la lutte contre le paludisme et surtout veulent concourir à l'élimination de ces maladies dans les pays respectifs. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Fatima. Fatima, hello. Good morning, colleagues. Thank you very much for having me on this webinar. My name is Fatima Kolo. I work with APOMIN, the Civil Society on Malaria, Immunization and Nutrition in Nigeria. While, of course, we are all members of CS4Me, we have a common stand. We are all in the business of saving lives, particularly when it has to do with mortality and morbidity related to malaria-related issues. So just to say, while we are all in this business of saving lives from malaria deaths, it's important as civil society organizations to note that we have vital and important roles to play when it comes to grant making, particularly about malaria. Today, we are going to be discussing on engaging on the Global Fund funding requests for the seventh, we call it GC7, the Global Fund Circle 7. We're going to be talking on engagement of civil society and these processes. While it's also important for us to note that with civil society, we also need to engage in other country processes that concerns grants making for malaria, whether Global Fund or not. So for the engagement of global civil society on Global Fund, it's just important for us as civil society to note that for our participation to count as civil society organizations, we have to have a few things in mind and work by those principles. First and foremost, we have to speak one voice. Whoever is going to be involved in the process must work along other civil society organizations that are working on malaria and present to that grant-making process the voices of all the civil society organizations in those countries. When that is done, then we, the civil society, we're taken more seriously, our voices count, and our issues are more amplified. Two, we have to present a common front. Besides speaking, besides our representatives speaking for us, we have to show that we are together, supporting each other towards the elimination of malaria. In Nigeria, we have been doing that and it's been successful, as that has given us an edge in the malaria space. And we're even moving towards harmonizing with AIDS and tuberculosis, which are all areas of the Global Fund as civil society. Because whether we like it or not, whether malaria, whether TB, whether HIV, we are all going to be receiving services from the same facilities. We live in the same communities. So issues of healthcare generally should be presented. Lastly, we should form an alliance with our country coordinating mechanisms in the countries, as well as the malaria elimination programs or malaria control programs, as some countries will have it. Once we're able to do those three as civil society, I think our inclusion and participation in the GC7 processes will be laudable. I think for the first and second window, submissions have been made. So I think for the third window, people submitting the third window, I think you have a great opportunity
of taking this on board. And so I want to crave our indulgence for us to all learn from processes that have happened. And just before I sign out, to say, please, for the third window applicants, please do a robust community consultation. When you're able to present findings from those robust community consultations with community leaders, civil society leaders at the community level where those services are being taken up, then you have better chances of your proposals going through. Thank you very much. Thank you, colleagues. I wish us all very fruitful deliberations. Thank you. Over. Thank you so much, Fatima. Thank you for your speech, for your tips. Nous ne cessons jamais de remercier les leaders tels que Akomin Nigeria, qui a prouvé pendant longtemps son leadership dans le cadre contre le paludisme et qui jusqu'à présent est reconnu comme l'un des plus grands leaders de ce côté dans l'engagement communautaire dans la lutte contre le paludisme et ainsi que dans les autres maladies. Donc, Akomin du côté du Nigeria est très impliqué dans le processus, dans l'étape du grand making, comme ils ont été très impliqués du côté de la rédaction de la demande de financement. Et Fatima nous a présenté en quelque sorte ce qu'ils ont eu à faire, pourquoi il est important de pouvoir s'engager dans le processus dans GC7 et surtout dans cette étape aussi tout aussi importante que celle de la rédaction de la demande de financement. Donc, n'hésitez pas vous pouvez poser également vos questions à la suite de l'intervention de Fatima. Mais nous allons avoir de plus amples détails, de plus amples informations juste après Fatima dans le cadre de la présentation qui va nous être effectuée par un expert de la demande du paludisme qui est dans ce processus depuis fort longtemps. Je vais laisser le soin à M. Magloire qui de se présenter et de pouvoir nous dire, nous parler un peu de lui et surtout de mieux nous édifier concernant le grand making dans le cadre du processus GC7. Magloire, je vais te passer la parole et te laisser le soin peut-être de partager ton écran pour pouvoir plus aisément nous faire le condensé de cette présentation que tu as préparée ce matin pour nous édifier sur ce sujet. Merci. À toi la parole, Magloire. Bonjour, merci Fidèle de me passer la parole et bonjour à tout le monde. C'est une très belle occasion pour moi de partager avec vous ce document sur la participation des organisations de la société civile dans le processus de la nouvelle demande de financement, le GC7, avec un accent sur le grand making. Donc, moi, je m'appelle Magloire Kieche. Je suis un ingénieur statisticien économiste à la base, avec une spécialisation en suivi-évaluation et évaluation des projets de développement. Et depuis là, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans les projets de lutte contre le paludisme. J'ai travaillé au PNP, au programme paludisme du Cameroun pendant 10 ans, où j'étais au suivi-évaluation et on a travaillé sur toutes les différentes notes conceptuelles, donc depuis le round 9, NFM2, NFM1, NFM3 et aussi dans le GC7. Donc, j'ai été contractualisé avec ISA pour faire ce travail avec vous et je vais un peu vous présenter le résumé de nos travaux et j'espère que ça sera un bon outil qui sera utilisé dans les organisations à travers le monde pour une meilleure contribution dans les rédactions déjà des demandes de financement et aussi dans la mise en œuvre, puisque après la rédaction, il faudra aussi mettre de manière efficace les différentes activités qu'on a proposées afin de réduire de manière significative le fardeau du paludisme au Cameroun. OK, donc je vais vous faire la présentation, mais avant, je vais couper ma caméra pour avoir une bonne connexion. Merci. OK. Donc, notre présentation aura 5 points.
un premier point qui va un peu rappeler le contexte, un deuxième point qui va donner l'objectif de la présentation, un troisième point qui va un peu faire un rappel du cycle de financement du Fonds mondial avec une emphase sur le grant-making. Ensuite, le rôle de la société civile et des communautés lors du grant-making. On va parler qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant et qu'est-ce qu'il faut faire après. Et ensuite, quelques exemples de bonnes pratiques pour réussir le grant-making. Donc, en guise de contexte, le Fonds mondial, en abrégé Global Fund aussi, est une fondation à but non lucratif qui a été créée en 2002. Et son objectif, c'est d'attirer, de mobiliser et investir des ressources supplémentaires pour mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme, afin de réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, en 20 ans d'expérience, le Fonds mondial a eu d'extraordinaires résultats. Ils ont permis de réduire de manière significative le fardeau des 3 maladies dans le monde. Et dans leur rapport qu'ils ont publié en 2022, qui fait le rapport du Fonds mondial 2021, le Fonds mondial a investi plus de 55 milliards de dollars et a sauvé plus de 50 millions de vies et a permis de baisser de manière considérable, de moitié, au moins, le fardeau du paludisme, du VIH et de la tuberculose dans les pays où il a investi. Donc, en fin d'année 2022, le Fonds mondial a lancé sa nouvelle stratégie qui court jusqu'en 2028. Et cette stratégie vise à combattre les épidémies et de bâtir un monde sain et équitable. En septembre 2022, toujours la même année, il s'est tenu la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial à New York et l'objectif était de mobiliser 18 milliards de dollars. Et à la fin de cette conférence-là, on a pu mobiliser 90% du besoin et qui s'estimait à 15,7 milliards de dollars. Et après cette reconstitution des ressources, le Fonds mondial a adressé des lettres aux pays qui peuvent être bénéficiaires, des lettres d'allocation, où il propose une répartition des enveloppes par composante. Et c'est au courant de l'année 2023 que les pays doivent envoyer leur demande de financement au Fonds mondial pour les années 2024, 2025 et 2026. Et ils sont donc engagés dans le processus du GC7, dans le Grand Cycle 7, qui est en abrégé GC7 et qui vient remplacer le New Funding Model. Donc, de manière globale, les étapes n'ont pas changé. On a presque toujours 4 étapes comme avant. Et comme vous le savez, l'une des plus importantes étapes, c'est l'établissement de la subvention ou le grant-making, qui est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, en guise d'objectif, l'objectif de cette présentation sera de capaciter les organisations de la société civile à permettre une meilleure contribution lors du grant-making de la demande de financement. De manière spécifique, il s'agira déjà de connaître la place du grant-making dans le processus d'élaboration de la demande, de connaître les rôles de la société civile et des communautés dans le grant-making, et aussi comment savoir comment budgétiser les activités pour qu'elles soient validées et prises en compte dans le GC7. Parce qu'il faut aussi rappeler, le grant-making, c'est l'étape dans laquelle où on valide le projet, on fait les cadres de performance, le plan de mise en œuvre, on cadre les activités, etc. Donc, il faudra s'assurer qu'on est tout préparé pour que les activités de la société civile et des communautés soient intégrées dans la demande de financement. On reviendra dessus lorsqu'on sera en train de parler de manière précise sur cette étape de la demande de financement. Donc, comme présentation du cycle de financement, le diapo suivant présente déjà la durée du cycle et on peut voir déjà que le cycle de financement du Fonds mondial dure 3 ans. On a une première partie qui vient avant, qui est la procédure de candidature qui dure entre 6 à 9 mois. Donc, c'est celle dans laquelle nous sommes maintenant. Et ensuite, il y a la partie de mise en œuvre qui va faire 3 ans.
Donc, pour le prochain cycle, c'est 2024, 2025 et 2026. Et de manière continuelle, on a le dialogue au niveau du pays qui permet de collecter les informations, de faire l'évaluation et s'assurer que ça marche bien et faire aussi des recommandations aux différents pays ou bien au Fonds mondial pour ajuster la mise en œuvre de la subvention. La demande de financement est rédigée par les instances de coordination nationale et dure, comme je disais, 6 à 9 mois. Elle est précédée par 2 activités, comme je l'ai présenté précédemment, la conférence de construction des ressources qui donne déjà les fonds qui sont disponibles au niveau mondial et les lettres d'allocation que le Fonds mondial adresse à chaque pays. Et dans cette lettre d'allocation, le Fonds mondial fait déjà des suggestions ou des orientations de l'investissement que le pays doit bénéficier. Par exemple, il propose déjà quel est le type de demande que le pays, qu'il conseille au pays de faire. Il donne aussi une répartition de l'allocation par maladie que le pays peut aussi décider de changer, mais avec des éléments probants qui permettent de justifier pourquoi l'allocation proposée par le Fonds mondial a été modifiée. Maintenant, il existe plusieurs types de demandes de financement. Il y a l'examen complet, la reconduction du programme, les demandes adaptées aux plans stratégiques nationaux, les demandes adaptées au portefeuille ciblé et les demandes adaptées à la transition. Donc, pour faire des petits résumés de chacun de ces types, pour l'examen complet, c'est vraiment un examen complet où on revoit la structure et on change de manière globale les interventions ou bien les stratégies qui ont été mises en œuvre dans la subvention précédente. Pour la reconduction du programme, comme son nom l'indique, on fait juste une reconduction avec des modifications sur les points qui n'ont pas marché, etc. et la prise en compte des nouvelles orientations du Fonds mondial. Ensuite, il y a les demandes adaptées au plan stratégique où on s'assure que les demandes sont bien conformes au plan. Ensuite, il y a les demandes au portefeuille ciblé et les derniers, ce sont les démarches adaptées à la transition. Donc, ça, c'est pour les pays dans lesquels le Fonds mondial se prépare à se retirer, soit à cause de la réduction drastique du fardeau de la maladie, ou bien à cause de l'augmentation du niveau de vie, de telle sorte que si un pays passe, par exemple, la tranche inférieure, la tranche à revenu intermédiaire inférieur, peut-être à la tranche à revenu supérieur, ils ne seront plus éligibles au financement Fonds mondial. Donc, ces demandes-ci sont prêtes à préparer la transition pour s'affranchir de ce mode de financement, donc des grandes comme on a. Parce que même s'ils ne sont plus éligibles à ce mode, ils ont d'autres petits projets qui ne sont plus aussi grands que ceux-ci parce que, en fonction de leur niveau de vie, on estime qu'ils ont des ressources nécessaires pour pouvoir prendre en charge leur population. Maintenant, dans la procédure de candidature, comme je disais, il y a 4 étapes. La première étape, c'est la rédaction de la demande. La deuxième étape, c'est l'examen de la demande. La troisième, c'est l'établissement de la demande ou la subvention ou le grand making. Et la dernière, c'est l'approbation de la demande. Donc, la première étape, c'est au cours de cette étape qu'on organise, qui est organisée par l'ICN, qu'on rédige la demande qui doit être soumise au Fonds mondial. Et le Fonds mondial donne des templates, donc des canevas avec les annexes qui doivent être remplis et transmis au Fonds mondial avec des délais. Nous sommes déjà passés de la deuxième fenêtre. La première fenêtre était en mars, la deuxième fenêtre était en fin mai. Donc, on a déjà presque bouclé cette étape dans la plupart des demandes de financement. Et comme je disais, c'est nécessairement dirigé par l'ICN. Et il y a plusieurs éléments qu'on doit fournir, le narratif de la demande, le cadre de performance, le budget détaillé, l'annexe des activités de la société civile, la liste des produits pharmaceutiques, etc. Donc, c'est plusieurs documents qu'il faudra transmettre au Fonds mondial dans les délais. Pour faire la rédaction, les pays s'appuient sur plusieurs partenaires, l'OMS qui met souvent à disposition des pays des consultants, aussi que Rollback Malaria, ONU-SIDA, Expertise France, CHAI, etc. Et toujours pendant cette étape-là, il y a le dialogue pays qui est organisé pour prendre les avis de la communauté et des différentes populations vulnérables sur la mise en œuvre des projets et qu'est-ce qu'ils pensent pour la prochaine subvention.
Et c'est souvent à la fin de cette étape qu'on obtient les documents tels que la liste des annexes de la société civile où il recense les 20 activités qu'il propose pour l'introduction dans la demande de financement. Donc, à la fin de cette étape, tous les documents sont transférés au Fonds mondial et on passe à la suivante qui est l'examen de la proposition. L'examen de la proposition est une étape qui est réalisée au niveau du Fonds mondial où ils invitent les experts des différentes maladies, dont le VIH, la tuberculose, le paludisme, les experts aussi des domaines connexes tels que les droits humains, les questions de genre, le renforcement du système d'approvisionnement, le financement durable de la santé, etc. Et tous ces experts analysent la demande qui est envoyée sur plusieurs critères. Ils demandent par exemple comment est-ce que cette demande va contribuer à la réduction du fardeau du paludisme ou du VIH, comment est-ce que cette demande va renforcer le système d'information, comment est-ce qu'elle va maximiser l'équité en matière de santé, d'égalité de genre et de droits humains, comment est-ce qu'elle va renforcer la population des ressources durables pour optimiser le système et aussi comment est-ce qu'elle va renforcer les capacités des pays à se préparer aux pandémies. Parce que depuis, avec l'arrivée de COVID, on s'est rendu compte qu'il faudrait que les systèmes de santé se préparent aux épidémies de ce genre parce que COVID a vraiment surpris le système et il a mis en branle la plupart des activités et ralenti le progrès vers l'élimination des différentes maladies. Donc, cette étape est réalisée uniquement avec le Fonds mondial et les sociétés civiles ne participent pas. Même l'équipe du Cameroun, bien l'équipe de rédaction ne participe pas. On passe à la troisième étape, donc, qui est l'étape qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est l'étape du grand making. Donc, dans cette étape, elle vient après que le comité d'approbation des subventions ait validé la demande qui était envoyée. Et souvent, cette validation est accompagnée de certaines recommandations qu'il faudra prendre en compte pour la demande de financement. Donc, dans cette étape, toutes les parties prenantes, donc l'équipe pays du Fonds mondial, les organisations de la société civile, se mettent ensemble pour discuter et établir la subvention. C'est à la fin de cette étape qu'on a le plan de mise en œuvre détaillé de la subvention, donc qui donne exactement comment est-ce que les activités vont être réalisées, à quelle période on va faire quelle activité, etc. Les budgets détaillés qui seront arrêtés et validés, les cibles du cadre de performance, parce qu'après les négociations, il peut arriver qu'une activité qui a été proposée lors de la rédaction ne soit pas validée par le comité d'experts qui a analysé la subvention et on doit la remplacer ou bien on doit la reformuler. Et tout cela peut avoir une incidence sur les cibles des indicateurs. Donc, on doit mettre à jour le cadre de performance et aussi les actions, mettre en œuvre les actions qui vont permettre de résoudre les problèmes qui ont été identifiés par le comité technique. Si, par exemple, on vous fait une remarque sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects genre qui ont été pris en compte dans votre demande de financement, vous devez proposer d'autres activités qui vont être budgétisées et intégrées dans le plan de mise en œuvre de la subvention. Voici un peu le calendrier, comme je disais, du processus d'établissement de la demande. Donc, la première fenêtre, comme je disais, était en avril. Donc, il y a des pays qui ont déposé, en fin mars, qui ont déposé leur demande. Ils attendent le feedback du comité d'experts du Fonds mondial pour passer à la prochaine étape. Mais plusieurs autres pays étaient dans la deuxième fenêtre qui était en fin mai. Donc, ils ont déposé les demandes et on attend le feedback du Fonds mondial. Mais entre-temps, on commence à collecter les évidences sur comment ça va se passer, quels sont les éléments qu'il faudra pour le grand making. Et d'ici septembre, en fait, en août, normalement, on doit avoir la réponse du comité d'approbation, du comité d'examen. Et en septembre, on doit commencer déjà les négociations pour le grand making. Et ensuite, ça va faire un mois environ. En octobre, on va envoyer au comité d'approbation. Et on espère qu'avant la fin de l'année, en décembre, il y aura la signature pour qu'on puisse débuter la mise en œuvre en janvier 2024. OK. La dernière étape, c'est l'approbation de la subvention. Elle se fait par le conseil d'administration du Fonds mondial. Et à la fin de cette étape, ce conseil regarde à nouveau les éléments qui ont été envoyés. Ils évaluent la portée et les orientations stratégiques, le plan de mise en œuvre, le plan d'atténuation des risques, etc. Et ils valident.
Et c'est après cette dernière étape qu'on peut passer à la mise en œuvre de la subvention. Donc, cette étape ne nécessite pas la participation des organisations de la société civile, ni de l'équipe de rédaction au niveau du pays. Mais il peut arriver que le comité d'administration ait des préoccupations qu'ils adressent à l'équipe pays, que l'équipe pays fait recours aux organisations de la société civile ou bien de l'équipe de rédaction au niveau du pays pour avoir ces différents éléments. Mais de manière générale, les organisations de la société civile, l'équipe de rédaction du pays, l'ICN, n'interviennent pas dans ce processus. On attend juste que c'est validé. Donc, nous passons maintenant au rôle de la société civile dans le grant making, et ça sera divisé en 3 points. Un premier point sur le rôle avant le grant making, un deuxième point sur le rôle pendant le grant making, et un autre point sur le rôle de la société civile et des communautés après le grant making. Donc, avant le grant making, comme je disais, il y a 2 grandes étapes, la rédaction de la demande et l'examen de la demande. Et comme j'ai précisé précédemment, l'examen de la demande ne fait pas intervenir les organisations de la société civile. Donc, on va plus se cantonner sur qu'est-ce que les organisations de la société civile devraient faire avant le grant making, c'est-à-dire avant lors de la rédaction de la demande. Ils doivent participer au dialogue au niveau du pays. Donc, on a déjà vu ça. Les OSC doivent participer au dialogue au niveau du pays. Elles doivent proposer des activités qu'elles veulent voir intégrées dans la demande de financement. Elles doivent remplir l'annexe des priorités de la société civile qui doit donner les 20 priorités. Ils doivent participer aux travaux de rédaction même du narratif. Et le représentant des OSCDD de la société civile de lutte contre le paludisme de l'ICN doit participer aux différentes réunions et porter la voix des organisations de la société civile. Donc, dans certains pays, par exemple, il y a des pré-dialogues qui sont organisés par les organisations de la société civile, puis ils commencent à recueillir les avis qui seront portés maintenant par le représentant de l'ICN ou des organisations de la société civile de l'ICN. Et celui-ci doit aussi rendre compte maintenant à ces différentes organisations sur qu'est-ce qu'on a dit et comment doivent se présenter, se préparer pour apporter de meilleures contributions. Donc, comme je disais, il y a la participation aux retraites et aux ateliers de rédaction de la demande. Donc, il faut une grande participation de ces organisations dans les différents travaux parce que d'habitude, on organise les travaux en thématique et chaque groupe thématique essaye de proposer des activités qui vont être validées en plénière. Donc, il faudrait qu'il y ait des représentants des organisations civiles pendant ces différents ateliers pour pouvoir proposer des activités, etc. Dans certains pays, il peut arriver que les ressources qui sont nécessaires pour cet atelier au niveau de l'ICN ne puissent pas prendre en charge un maximum de participants des organisations de la société civile. Ce qui se passe, c'est que d'autres organisations de la société civile peuvent apporter une autre contribution pour une participation massive des OSC de la société civile. C'est par exemple le cas au Cameroun où ISA a facilité, a pris en charge la participation de plusieurs organisations civiles lors des ateliers de rédaction de la demande de financement au Cameroun. Ensuite, toujours comme prochain point, nous avons la participation à la sélection des PA et des SA. Parce que lors de l'élaboration de la demande de financement, on définit le montage du projet. On définit, par exemple, est-ce qu'on aura besoin d'un seul PA pour gérer la subvention ou bien de 2 PA, un PA gouvernemental ou un PA société civile. Est-ce qu'on aura besoin de 2 SA ou de 3 SA? C'est l'occasion maintenant pour les sociétés civiles de postuler pour être soit PA ou bien SA. Et donc, pendant le grant making, c'est le moment de discuter avec l'équipe pays sur la validation de la structure des différents récipiendaires. Il peut arriver que, en fonction des sous-bénéficiaires ou bien des bénéficiaires principaux choisis, le Fonds mondial décide de faire une revue des capacités des organisations afin de s'assurer qu'ils soient capables de mettre en œuvre de manière efficace les subventions. Il faudra maintenant aussi que les OSC ou bien les organisations civiles
aient des preuves de leur capacité à pouvoir mettre en œuvre les subventions qu'ils vont bénéficier en tant que SA ou PR. Donc, ça, c'est la première partie, sélection des PR ou des SA. Ensuite, toujours pendant le grand making, ils doivent participer aux séances des travaux pour l'établissement de la subvention. Ils doivent fournir les évidences qui sous-tendent les activités qu'ils ont proposées. Je prends un exemple. En supposant que les organisations civiles proposent qu'on décide d'augmenter la rémunération des OSCD ou, par exemple, la rémunération des agents de santé communautaires, il faudra apporter des éléments qui sous-tendent cette augmentation-là. On peut, par exemple, utiliser l'inflation ou bien l'augmentation du coût de la vie, etc., qui peuvent justifier qu'il faut une augmentation de la rémunération ou bien la charge de travail si on a ajouté le nombre d'ASC, etc. Il faudra maintenant fournir le rationnel de toutes les activités proposées. Puisqu'on est en train de faire déjà le plan de mise en œuvre, il faudrait qu'on sache de manière précise comment vont être déroulées les activités proposées par la société civile ou bien les activités à mettre en œuvre par les SA ou les PIA qui seront de la société civile. Il faudra aussi maintenant fournir les résultats attendus et la contribution de votre activité proposée à la stratégie globale du pays qui est de réduire de manière significative la mortalité et la mortalité du paludisme dans le pays. Donc, pour cela, pour chaque activité, il faudra toujours avoir quelque part noté l'objectif de l'activité, le résultat attendu, les paramètres de budgétisation de l'activité, la périodicité pour dire est-ce que c'est une activité qu'on va faire chaque mois ou bien chaque trimestre ou bien chaque semestre ou bien une fois pendant toute la période et le niveau de mise en œuvre. Est-ce que c'est une activité qui sera mise en œuvre au niveau central ou bien au niveau régional ou au niveau des communautés. Donc, c'est tous ces éléments-là qui doivent être disponibles lors du grand making. Et afin de standardiser toute cette partie sur la budgétisation, le Fonds mondial a proposé des canevas de budget, des activités qui doivent être mises en compte. Donc, il y a cette feuille dans la feuille du budget, il y a des feuilles d'hypothèses de budgétisation qu'ils appellent assumption. Il y a plusieurs feuilles. Il y a la feuille des hypothèses de budgétisation pour les ressources humaines qu'ils appellent assumption human research. Il y a la feuille des hypothèses de budgétisation des activités qui nécessitent des transports. Donc, c'est assumption TRC, transport related cost. Et il y a la feuille des activités diverses qui ne décident juste des coûts unitaires, quantité, qui s'appelle assumption order. Donc, dans ces différentes feuilles, le Fonds mondial a déjà proposé les différentes items qu'ils veulent mettre dans le budget d'une activité. Ceci aussi pour faciliter la budgétisation de manière globale et la revue à leur niveau lorsque les experts vont analyser les différents documents. Parce que lorsque chacun proposait son budget de sa manière, ça devenait difficile pour les équipes au niveau du Fonds mondial lors de l'évaluation des subventions de pouvoir continuer le travail parce que les logiques changeaient d'un pays à l'autre. Donc, ils ont proposé de tout standardiser. Et du coup, on est dans ce même format. Donc, pour une activité, par exemple, comme un atelier qui nécessite des déplacements dans les formations ateliers, le Fonds mondial a proposé un bloc d'activités qui prend en compte, par exemple, le transport des participants, les locations, salles, le petit déjeuner, papier, même la prise en compte des PDM, des personnes qui vont commencer l'activité, qui vont d'abord s'avancer sur le terrain, commencer l'activité avant que les autres les retrouvent, parce qu'il faudra toujours prendre en compte cette partie du travail qui est lié à l'organisation de l'activité. Donc, cette capture d'écran aussi montre un extrait du budget. Donc, vous voyez que c'est vraiment divisé en items, comme je disais, les indemnités journalières pour les participants, où on fait la différence entre les participants et les facilitateurs. On fait aussi la différence entre les participants résidents et les participants non résidents. Ensuite, il y a les transports, où on fait aussi ces différentes différenciations en tenant compte aussi des participants résidents, non résidents, du carburant pour les voitures, les billets d'avion, de train, etc. Les coûts de location, salle, les pauses déjeuner, les pauses café et les papiers pour le matériel et fournitures, pour l'atelier ou la formation. Donc, toutes les activités, par exemple, qui sont liées aux ateliers et formations doivent être dans ce canevas pour faciliter la revue. Et n'oublions pas aussi que lors de l'établissement de la subvention, lors du grand making,
les réunions ne sont pas élastiques. Il y a un certain temps qui est défini. Donc, il faut qu'on prépare tous les documents dans un canevas qui est facilement compréhensible par tous pour faciliter la revue par le LFA et l'équipe pays lors du Grand Meeting. Cette capture aussi montre le template proposé par le Fonds mondial pour la budgétisation des ressources humaines, où on doit, dans la première colonne, mettre les titres des postes, le montant de la monnaie de paiement et l'unité de paiement. Est-ce que c'est mensuel ou bien c'est annuel? On choisit notre remplissage. Bref, tout doit être calculé de cette façon pour qu'on puisse bien adresser la préoccupation ou bien budgétiser la prise en charge du personnel qui est impliqué dans le projet pour les années à venir. Ensuite, pour compléter tous ces canevas, il faut les coûts unitaires. Parce qu'à l'échelle des pays, le Fonds mondial recommande de standardiser les coûts. Il ne faudrait pas, par exemple, que dans la subvention paludisme, le per diem d'un participant est à 45 000, alors que dans la subvention VIH, le per diem d'un participant est à 60 000. Il faudra s'assurer qu'on dispose des coûts unitaires qui ont été validés par le pays et qui prend en compte plusieurs paramètres. Ils peuvent prendre en compte les coûts historiques qui permettent de dire, par exemple, dans le passé, on faisait à tel montant et on n'a pas eu de soucis, donc peut-être on peut reconduire le montant. Et on peut aussi prendre en compte l'altération des termes de l'échange ou bien de l'inflation ou de l'insécurité qui peuvent avoir une incidence fondamentale sur les coûts. Je prends le cas, par exemple, du Cameroun, où si on veut planifier une activité dans la région du nord-ouest ou du sud-ouest qui est en crise, les moyens de transport ont diminué. Donc, on ne peut pas considérer le transport dans ces zones de la même manière que le transport dans d'autres zones. On a tenu compte des délais de route pour certaines personnes qui viennent dans certaines zones, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte déjà lorsqu'on remplit ces différents canevas. Et il faut aussi maintenant avoir des études ou bien des références qui vont permettre de justifier certains coûts qu'on veut proposer. Si, par exemple, vous trouvez que les coûts unitaires des pauses café ou des pauses déjeuner ne permettaient plus de pouvoir faire des ateliers dans les cadres propices, vous pouvez faire des petites études où vous envoyez des personnels dans les différentes régions, collecter les coûts unitaires auprès des entreprises ou bien des hôtels ou bien des gens qui font des services et venir proposer des preuves que nous avons fait notre étude et sur le marché, voilà les prix qu'ils proposent. Et avec ce que le Fonds mondial propose dans les négociations, il sera difficile de mettre de manière optimale l'activité. Donc, c'est un peu ces différents éléments-là qu'il faut apporter pour compléter le budget. Parce qu'après avoir validé l'objectif de l'atelier, son rationnel et sa contribution à la lutte contre le paludisme, il faudrait maintenant qu'on ait un budget qui soit efficient. Donc, c'est pour ça qu'on demande tous ces différents paramètres. Toujours pendant le Grand Making, il y a les décisions prises par l'équipe de rédaction qui doivent être rapportées, qui doivent être validées par l'ICN. Et aussi, le représentant des organisations civiles de l'ICN doit aussi répercuter l'information aux organisations de la société civile de lutte contre le paludisme. Lors des négociations, les modifications doivent être alignées à la vision de l'ICN. C'est l'ICN qui donne la vision et il ne faudrait pas que les modifications qui soient faites par l'équipe de rédaction ne soient pas validées par eux. Donc, du coup, pendant toutes ces négociations, il y a toujours des représentants de l'ICN, surtout du secrétariat technique, qui s'assurent qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Donc, les représentants des organisations civiles de lutte contre le paludisme et le représentant à l'ICN doit participer à ces différentes négociations et partager les trouvailles ou bien les différents résultats aux organisations civiles. Donc, la meilleure pratique, c'est de partager au jour le jour. Donc, il faudrait que vous ayez un cadre de travail ou bien peut-être des groupes WhatsApp ou bien des emails qu'on doit envoyer chaque jour lors des négociations. Parce qu'il faut aussi noter que les négociations se passent en phase. Donc, l'équipe pays peut venir dans le pays pendant une semaine où on travaille sur une thématique ou bien pendant 2 semaines. Ensuite, il rentre à Genève, il laisse le temps à l'équipe au niveau du pays de prendre en compte toutes les différentes observations et ils reviennent encore peut-être après 1 ou 2 semaines. On refait le même processus pour prendre en compte toutes les différentes activités. Donc, chaque jour des discussions, il faudra faire ressortir les principaux éléments
et surtout, qu'est-ce qu'on attend de la société civile pour une prise en compte optimale des activités qui ont été proposées. Donc, ils doivent faire ce compte rendu-là tous les jours pour qu'on puisse s'assurer que c'est parfait. Ensuite, après cette étape-là, on passe à l'établissement de la subvention qui est vraiment la dernière parce que lorsqu'on a fait tous ces paramètres-là, valider les budgets, donner les objectifs, etc., tous les documents sont finalisés et renvoyés au Fonds mondial. C'est maintenant dans cette étape-là que nous, les autres, les organisations civiles et la partie pays doivent être en alerte maintenant pour suivre le processus de validation au niveau du Fonds mondial. Ils peuvent apporter les éléments de réponse s'il y a des préoccupations au niveau du conseil d'administration, du PNL, du Fonds mondial. Ils doivent maintenant suivre l'établissement et ils doivent communiquer entre eux, suivre l'établissement de la subvention pour savoir est-ce qu'on a signé, est-ce que ça coûte de signature, qu'est-ce qu'on attend de nous. Et aussi se préparer déjà à la mise en œuvre. Donc, se préparer à la mise en œuvre, ça veut dire qu'ils doivent déjà préparer les recrutements du personnel, s'il faut du nouveau personnel, etc. Et on sait souvent que le recrutement du personnel prend au moins 3 mois, le temps de lancer l'appel à candidature, d'interviewer les candidats et tout. Il faut s'y prendre le plus tôt. Comme ça, dès que la subvention soit validée, on signe directement le contrat avec les acteurs et on peut mettre en œuvre. Donc, c'est le représentant de l'ICN qui doit être des organisations civiles de l'ICN qui doit être le principal contact avec les équipes et il doit rendre compte au jour le jour aussi, comme on disait, aux différentes OECD. Et on doit participer aussi, les organisations civiles doivent aussi participer à la mise en place d'un processus pour le respect des engagements de cofinancement. Ça, c'est aussi un autre point où on veut une grande implication de la société civile pour le respect des engagements de cofinancement au niveau du pays, parce que c'est un facteur qui peut aussi plomber ou bien durcir les conditions du Fonds mondial par rapport à l'allocation des ressources. Donc, la dernière partie de notre présentation porte sur les bonnes pratiques, par exemple, pour réussir le grant making. Et au cours de ma présentation, j'ai déjà donné quelques-unes. Et on va prendre l'exemple en utilisant, par exemple, le suivi dirigé par les communautés, le CLN, qui est nouveau dans plusieurs pays. Bon, on a vu déjà qu'il y a des pays comme le Ghana et autres qui avaient déjà commencé à mettre en œuvre cette intervention, mais c'est nouveau pour la plupart des pays, à l'instar du Cameroun, etc. Donc, en supposant que l'organisation civile propose cette activité-là, on peut déjà penser que, comme c'est une activité nouvelle, on aura, par exemple, l'élaboration du guide national du CLM pour le paludisme, la formation des acteurs communautaires dessus, la production des outils et l'organisation des restitutions des programmes, des réunions pour le suivi communautaire. Pour la première activité, par exemple, c'est une activité qui se fait en 2 phases. Un recrutement d'un consultant pour l'élaboration du guide national et un atelier de validation du guide. Pour l'assistance technique, on peut penser à un consultant international ou national s'il y a la ressource nationale pour le faire, pour une durée de 30 à 40 jours, bien 45 jours. Et dans la budgétisation, on va prendre l'élément du transport. Ça peut être un ticket d'avion s'il est externe, ou bien ça peut être un transport s'il vit dans une autre ville que la ville de l'organisation qui a lancé l'appel à candidature, les honoraires du consultant et les perdiens. Maintenant, les coûts unitaires doivent arrêter de manière consensuelle avec le Fonds mondial et les autres programmes. Donc, comme je disais, les coûts historiques et l'actualisation de ces coûts permet déjà de dresser une liste de coûts unitaires de telle sorte qu'on dit, lorsqu'on veut recruter un consultant, par exemple, au national, voilà les honoraires qu'on propose par jour. Lorsqu'on recrute un consultant international, voilà l'honoraire qu'on propose par jour et tout ça qui permet de standardiser et de mieux budgétiser. Donc, on pourra maintenant justifier déjà l'objectif. Il doit nous faire notre guide et tout ça. Et à la fin, on a l'atelier. On propose maintenant un atelier, par exemple, de 5 jours avec 3 à 4 participants parmi lesquels le consultant et peut-être 30 participants venant des organisations de la société civile, des PA, des SA et aussi des autres partenaires qui sont impliqués dans la lutte contre le paludisme.
Et en suivant, par exemple, le canevas proposé par le Fonds mondial, on peut voir que cette activité, par exemple, avec les coûts unitaires du Cameroun, peut coûter environ 11 millions de francs CFA, donc presque dans les 18 000 $ ou bien euros. S'il n'y a pas une très grande différence entre l'euro et le dollar. Donc, vous voyez que c'est bien précisé déjà la partie per diem ou indemnité. Ensuite, la partie transport des participants, la partie location, salle, pause café, pause déjeuner, etc. Donc, en respectant ce canevas, ça devient plus facile pour l'équipe qui doit analyser les propositions de la société civile et on pourra facilement passer à d'autres activités. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Bon, ce n'est pas fait les autres activités parce que c'était dans le même canevas. S'il faut faire des réunions pour la formation des acteurs, il faut juste changer les items pour dire prise en charge des acteurs communautaires du niveau régional, bien du niveau district ou du niveau central, mais ça reste globalement dans le même canevas. Donc, arrivé à la fin de la présentation, si je peux résumer en quelques points. Nous sommes dans un processus avec le Fonds mondial pour l'élaboration des demandes de financement GC7 pour la période de 2024 à 2026. Et les 2 premières étapes sont déjà passées pour la plupart des pays dans l'élaboration de la demande et on est en plein examen de la demande par le comité d'experts au niveau du Fonds mondial. Et dans les mois qui viennent, on va passer au grand meeting qui est l'établissement de la subvention. Et dans cette étape-là, on va négocier de manière claire quelles sont les activités qui seront définitivement introduites dans la demande de financement, quelles sont les cibles ou bien les documents qui seront arrêtés. Et pour cela, il faut une bonne participation des organisations de la société civile. Et on a vu quel pouvait être le rôle de ces organisations avant le grand meeting, après le grand meeting et pendant le grand meeting. Donc, je peux aussi rappeler qu'un document sur lequel les organisations civiles pourront s'appuyer pour une bonne participation, c'est déjà l'annexe des 20 priorités qu'ils ont établies lors du dialogue national. Il faudra qu'ils s'assurent que les activités ont été prises en compte dans la demande de financement. Sinon, il faudra porter ça à l'attention de l'ICN pour qu'on puisse introduire ces activités ou bien juger du rationnel. Parce que ce n'est pas aussi sûr que parce qu'on a proposé une activité, que cette activité sera validée. Il faut maintenant voir, et on peut peut-être reformuler l'activité ou bien que ça n'a pas une grande pertinence, mais il faut au moins que chacune de ces activités soit discutée, soit pendant le grand meeting ou bien pendant l'établissement de la subvention, où on avait déjà écarté certaines activités pour être sûr qu'on a pris en compte toutes les priorités des organisations de la société civile. Donc, pour avoir une vue complète de tout ce qu'on vient de faire, il y a des ressources qui ont été élaborées par le Fonds mondial et d'autres partenaires qui permettent de mieux se préparer pour cette étape. Il y a déjà la formation en ligne que le Fonds mondial propose dans son site, où il y a une formation spéciale pour le grand making. Il y a le manuel du candidat qui définit un peu de manière globale comment les pays doivent se comporter lors de la rédaction de la demande de financement. Il y a le tableau modulaire qui est un document très important qui donne les différentes classifications des activités par le Fonds mondial et qu'est-ce que le Fonds mondial finance, qu'est-ce qu'il ne finance pas. Il y a les notes d'information sur le paludisme qui donnent de manière générale l'orientation du Fonds mondial en matière de lutte contre le paludisme, donc qui donne en fait de manière globale ce qu'ils aimeraient voir dans les subventions paludisme pour les années à venir. Les notes d'information concernant les notions d'équité, de droit et genre, les guides de participation communautaire pour le cycle de financement, les guides de candidature pour les nouveaux mécanismes de financement et les liens pour les outils, par exemple, d'évaluation de la prise en compte des questions de genre qui a été proposé, par exemple, par IBM avec le Malaria Matchbox ou bien par ONIFAM ou bien par l'United, etc. Donc, il y a plusieurs documents comme ça. Vous pouvez avoir à partir des liens qui sont disponibles pour une meilleure préparation pour le grand meeting. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et nous allons apporter les éléments de réponse à vos différentes préoccupations. Merci. Merci beaucoup, Magloire. Vraiment, merci beaucoup pour cette
riche présentation, bien détaillée avec beaucoup d'éléments. Je suis sûr qu'il y a, je vois déjà quelques mains levées dans parmi nos participants. Je vais peut-être prendre la suite. D'abord, en te remerciant, Magloire, et en donnant l'opportunité à nos participants de pouvoir répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas, comme nous l'avons dit, à poser toutes vos questions dans le chat box. Et dit d'abord, c'était un sujet très intéressant, une thématique de l'heure. Nous sommes en plein processus GC7. La plupart des pays, surtout en Afrique, ont déjà eu à soumettre leurs demandes de financement, soit lors de la fenêtre 1, soit lors de la fenêtre 2. La plupart de ces demandes, des pays ont reçu des feedbacks sur la demande de financement, et il y a des échanges entre les équipes pays et le Fonds mondial dans le cadre des observations qui ont été faites sur les différentes demandes de financement rédigées. Donc, comme l'a soulevé Magloire, le grand making a débuté pour certains déjà. Lors de ce webinaire, nous avons voulu apporter plus d'informations sur ce que c'est que le grand making d'abord, parce que vous êtes nombreux qui avez demandé qu'on puisse mieux nous édifier sur ce que c'est que le grand making et comment la société civile peut intervenir dans ces niveaux-ci. Et c'est ce qui a été fait lors de ce webinaire. Et nous allons maintenant pouvoir vous donner la parole afin que vous puissiez répondre, poser vos questions. Et nous allons prendre des séries de 3 questions et permettre à notre expert de pouvoir répondre. Merci une fois de plus, Magloire. Je vais d'abord ouvrir je vais voir les différents panélistes qui ont déjà levé la main. Bon, il y avait une main levée, mais je crois que c'est la personne a baissé sa main. On va voir dans les boîtes de discussion s'il y a déjà quelques questions soulevées. Donc, nous rassurons tout le monde. Toutes ces présentations vous seront partagées en français et en anglais. Donc, rassurez-vous, on va partager les différentes présentations effectuées lors du webinaire du mardi 4 juillet et lors de ce webinaire-ci, en français et en anglais, à tous les participants à ces différents webinaires. Non, ne vous inquiétez pas, vous aurez ces présentations. Et également, juste pour dire que ces présentations sont juste le fruit d'une collaboration avec ces experts où CSOMI a eu à développer ces petits outils, si je peux dire ainsi, des outils qui ne sont pas très costauds, des outils qui contiennent des informations essentielles, des petits guides, si on peut dire ainsi, pour pouvoir mieux nous édifier sur le grand making. Donc, une fois que les guides seront finalisés avec le design, on va également mettre à la disposition de tous les membres de la plateforme CSOMI. On va passer la parole rapidement au pasteur Premier Claude pour sa question. Puis, on va prendre les autres questions au fur et à mesure. Pasteur Premier Claude, vous avez la parole. OK, merci, Papa Fidèle. Je ne sais pas si je me fais entendre. Très bien, sain sur sain. OK, merci beaucoup. Non, c'est-à-dire que c'est une observation que je dois faire pour nous, la société civile, qui sommes déjà en plein dans les grands meetings. C'est d'être vigilant, de maîtriser d'abord tout le projet que nous avons envoyé au Fonds mondial, parce que le Congo s'est trouvé dans une situation tout à fait un peu ambiguë, du fait que le RSS communautaire, les activités du RSS communautaire, en fin de compte, ne se sont pas retrouvées dans le projet que nous avons envoyé au Fonds mondial. Alors, et quand nous avons constaté cela, nous avons travaillé d'arrache-pied hier pour remettre toutes les activités que nous avons émises, parce que normalement, avec Lionel du Fonds mondial,
nous sommes fixés pour mardi afin de finaliser le côté RSS communautaire et puis le côté RH. Donc, j'attire l'attention des frères et sœurs qui sont déjà dans le grant making, c'est de pouvoir vérifier si les activités que nous avons mises dans le projet y sont toujours. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à ça, Papa Fidèle. Merci beaucoup, Pasteur Premier Claude, pour ce partage. Il est très important, comme nous fait le Pasteur Premier Claude, de se rassurer. Magloire l'a soulevé que dans sa présentation, qu'il faut se rassurer que les activités qui ont été mises dans la demande de financement, dans la note conceptuelle paludisme, se retrouvent dans la version finale qui a été soumise au Fonds mondial et sur lesquelles les observations ont été faites. Parce qu'on peut se retrouver avec des activités proposées qu'au final, cela a sauté entre temps. C'est pour cette raison que Magloire soulevait l'intérêt de pouvoir créer des petits groupes. Je vais laisser la parole à Magloire de répondre à cela, mais je vais d'abord relancer Magloire avec… Alors, il va revenir sur le commentaire du Pasteur Premier Claude, mais il y a des questions un peu qui sont posées dans le chat, dans le Q&A. Magloire, la première question, c'est d'abord de Marie-Bernadette depuis Madagascar, qui se demande si la prochaine demande de financement est programmée pour le 31 mai 2024. Je pense que tu peux apporter peut-être de plus en plus de détails concernant le cycle de financement du Fonds mondial. Et il y a aussi une question de M. Belobo, bon, c'était plus une contribution. Il demandait quel est l'élément contraignant qui doit amener le gouvernement à accorder une place de choix à la société civile dans le cadre du Grand Making. Donc, Magloire, je te laisse la parole pour pouvoir d'abord répondre à ces deux premières questions, puis revenir sur le partage du Pasteur Premier Claude. Okay. Merci, Fidèle, pour les questions. Donc, je commence par la première question de Marie, par rapport aux périodes pour le cycle de financement. En fait, ce n'est pas 2024, c'est la date de début des mises en œuvre des subventions. Le processus de demande a commencé depuis le début de l'année 2023. Il y a plusieurs fenêtres pour soumettre les subventions. Comme le pasteur Claude vient de le dire, il y a des pays qui avaient soumis leurs demandes en fin mars. Ce sont eux maintenant qui sont en ce moment en train de faire déjà le grand making pour l'établissement de la subvention. Il y a d'autres pays qui avaient comme fenêtre maintenant le 31 mai, qui est passé tout récemment, et leurs demandes sont en train d'être évaluées par le comité d'experts du Fonds mondial, et d'ici un mois, ils auront le feedback sur leur subvention et ils vont pouvoir passer à l'étape suivante du grand meeting si la proposition est acceptée. Parce que si la proposition n'est pas acceptée, on va leur faire un feedback avec des recommandations et ils vont resoumettre une autre demande qui prend en compte ces différentes observations-là. Ça, c'était pour la première question. Maintenant, la deuxième question, Fidèle, tu peux encore me rappeler la deuxième question portait sur… Allô? Oui, la deuxième question, c'était celle de M. Belobo qui demandait quel est l'élément contraignant qui doit amener le gouvernement à accorder une place de choix à la société civile dans le grand making. OK. Le facteur contraignant, déjà, on ne peut pas dire de manière explicite qu'on va contraindre l'État à faire quelque chose. On peut plutôt l'amener à investir de manière plus investir dans la communauté ou bien dans la prise en compte dans la lutte contre le paludisme. Et pour ça, les principaux outils, c'est déjà le plaidoyer. Il faudra faire le plaidoyer auprès des autorités. Par exemple, aller rencontrer les maires, rencontrer les députés qui votent des lois, qu'on puisse prendre le paludisme comme un problème majeur. Mais de manière claire, dit qu'on veut mettre une contrainte, comme mettre une corde au cou à l'État pour qu'il puisse investir, il n'existe pas. Mais on peut utiliser les moyens comme les plaidoyers auprès des différentes instances, Assemblée nationale, Sénat, mairie, tout ça, pour pouvoir sensibiliser déjà les populations sur
pourquoi investir dans la lutte contre le paludisme? Je pense que ISA et CS Fourmi ont déjà fait beaucoup de documents comme ça pour faire du plaidoyer auprès de ces administrations-là, qui montrent par exemple que si on investit sur un agent de santé communautaire, par exemple, ça va permettre d'avoir tel gain, ça va réduire de telles choses, etc. Donc, on montre les bénéfices d'investir dans les activités communautaires. Je pense que c'est la meilleure façon que nous pouvons utiliser pour amener l'État à plus investir dans la lutte contre le paludisme et à respecter aussi ses engagements de cofinancement. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec les observations de M. Claude. Et cette situation-là, on la retrouve dans plusieurs pays. Et c'est pour ça que je disais qu'il faudra que les organisations civiles soient bien organisées et vigilantes. Donc, à partir de maintenant déjà, il faudrait que tous les organisations civiles aient au moins les versions finales des documents qui ont été envoyés au Fonds mondial. Donc, il s'agit du narratif de la demande qui définit un peu les stratégies, le budget validé, le cadre de performance et la liste des annexes des activités proposées par le Fonds mondial, les organisations civiles, et aussi le gap analysis pour les priorités du renforcement du système communautaire, qui est le nouvel outil que le Fonds mondial a développé. Donc, il faudrait que tout le monde ait ces documents-là et qu'on puisse faire le point. Donc, même avant qu'on ne parte au grand making, qu'on sache déjà que dans la demande qui a été envoyée, voici ce qui a été pris en compte, voici ce qui n'a pas été pris en compte. Si un élément n'a pas été pris en compte, quelles sont les raisons et comment est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre ou bien pour qu'on puisse prendre en compte ces différentes observations. Il faut noter aussi que souvent les activités ne sont pas prises en compte, pas parce qu'elles ne sont pas pertinentes, mais parce qu'elles n'ont pas été bien présentées. Donc, il faudra maintenant revoir, peut-être présenter certaines activités sur un autre angle pour qu'elles puissent être financées. Donc, voilà un peu ce que je pouvais ajouter par rapport aux deux questions et à la contribution de M. Claude. Merci. Merci beaucoup, Magloire. On a également une préoccupation de Dr Jean-Claude de Madagascar qui dit ceci. Si nous constatons que les activités proposées par OS ne sont pas dans la proposition du pays, est-ce qu'on peut toujours négocier pour les réintroduire dans la proposition lors du grand making? Exactement. C'est possible. C'est justement ce que le Congo est en train de faire. Ils ont déjà commencé à travailler pour identifier les activités qui étaient proposées, mais qu'on n'a pas pris en compte. Donc, il faudra discuter maintenant avec l'équipe pays du Fonds mondial pour déjà prouver la pertinence des activités que vous avez proposées, parce que c'est eux qu'il faut déjà convaincre au début, et maintenant trouver comment introduire ces activités dans la demande de financement. Bien sûr, en ajoutant, il va falloir qu'on sacrifie aussi autre chose. Donc, il faut qu'on revoie encore les priorités. Ce travail peut se faire si on passe déjà en revue toutes les différentes priorités du pays. On place priorité 1, priorité 2, priorité 3 et on parcourt au fur et à mesure. Et après, on peut peut-être supprimer les activités qui ne sont pas d'une très grande priorité pour ajouter les priorités du domaine de la société civile qui n'ont pas été pris en compte. Donc, comme réponse, oui, c'est possible. Il faudra juste présenter déjà, donc, premier travail pour que ce soit pris en compte, il faudra qu'on fasse déjà le listing pour savoir quelles sont les activités qu'on a proposées, quelles sont celles qui n'ont pas été prises en compte. Pour celles qui n'ont pas été prises en compte, quel était le motif de la non prise en compte et comment est-ce qu'on peut reformuler ou bien ajuster pour que ce soit pris en compte. Pour ça, il faut avoir les objectifs de l'activité, sa contribution à la lutte contre le paludisme, son coût pour voir si c'est coefficient. Parce que vous pouvez proposer une activité, elle est bonne, mais de manière budgétaire, ce n'est pas soutenable. Vous voyez un peu? Donc, il faudra tout mettre ça en compte pour qu'on puisse s'assurer que les activités seront prises en compte. À vous. Super, merci beaucoup, Magloire. Il y a une préoccupation toujours d'un participant qui a été soulevé par rapport au choix des récipiendaires du Fonds mondial. Comment se déroule un peu? Si tu peux un peu revenir sur le choix de ces récipiendaires-là. Tu as soulevé cela dans une de tes slides, le choix des PA et des SA. Et comment se fait ce choix-là? Oui. Quel est le processus? Comment, en fait, tout le processus, si on peut revenir dessus. Merci. Merci pour la question, c'est une très bonne question. C'est pendant le grand making qu'on confirme justement le choix et tous les autres éléments pour les PA et les SA. Donc,
Lors de la rédaction de la demande, le pays, en fait, l'ICN valide la structure du projet. C'est elle qui valide, par exemple, si on doit avoir un PA ou 2 PA, si on doit avoir 3 SA ou 4 SA au niveau du pays. Lors de la rédaction de la demande, c'est là qu'on valide tout ça. Après l'envoi de la demande au Fonds mondial, les procédures sont lancées par l'ICN pour recruter maintenant les PA. Donc, il y a toute une liasse qui varie en fonction du pays que l'ICN doit demander aux différents candidats pour être bénéficiaire principal ou bien sous-bénéficiaire. Lorsqu'on a déjà lancé, ils ont un délai pour soumettre. C'est un peu comme on soumet pour postuler pour un job. Et quand ça finit, l'ICN produit ses résultats avec les PA qui ont été sélectionnés. Maintenant, le PA, en accord avec ce qui est validé dans la demande de financement, doit procéder au recrutement maintenant des différents SA. Il faut aussi un appel à candidature et tout. Les organisations postulent, ils analysent les dossiers. Maintenant, pendant les négociations avec le Fonds mondial lors du Grand Meeting, on valide les structures qu'ils ont proposées. On peut par exemple arriver à dire que vous avez proposé d'avoir seulement un comptable dans une région, dans chaque région, ou bien pas de comptable dans toutes les régions. On dit, OK, compte tenu du volume de troncs et de ceci et la charge du travail, on peut avoir que le comptable de telle région, par exemple, est un assistant. C'est au niveau du grand making maintenant qu'on définit de manière claire quel sera le salaire qu'on va payer. Et c'est pour ça qu'il faut que les organisations de la société civile participent parce qu'ils doivent proposer des éléments qui sont en accord avec ce qu'ils font pour le moment. Donc, si je veux résumer, pour le choix des PR, c'est l'ICN qui lance les appels à candidature pour recruter les PR. Ils analysent et sélectionnent le PR qu'ils envoient au Fonds mondial. Ensuite, le PR fait la sélection lui-même de ses SA et toujours sous le contrôle du Fonds mondial. Il peut arriver, par exemple, que le PR choisit un élément et le Fonds mondial doute, par exemple, de sa capacité à mettre en œuvre la subvention. Il demande, par exemple, un audit organisationnel ou bien des preuves de pouvoir gérer le projet qui vont permettre de valider à la fin le SA qui a été choisi par le PR. Donc, voilà un peu comment ça marche. Mais tout ça est défini lors de la rédaction déjà de la demande de financement pour savoir le nombre de PA et de SA, mais après, pendant le grand making, qu'on valide effectivement pour savoir quelles sont les activités qui vont être dans le paquet du SA, quelles sont celles qui seront dans le paquet du PA. Donc, voilà un peu les éléments que je peux apporter. Merci. Merci beaucoup, Magloire. Je pense qu'on va d'abord passer la parole à, je crois que la plupart des personnes qui ont, des participants qui ont soulevé ces préoccupations ont eu des réponses adéquates à leurs questions. On va rapidement revenir d'abord sur les participants qui ont levé la main. On va passer la parole à Ousmane. Ousmane, vous avez la parole. You have the floor, Ousmane. Allô, Ousmane? OK, bon, peut-être que le temps qu'Ousmane puisse revenir, peut-être stabiliser sa connexion, on va repasser la parole à Pasteur Premier Claude. Pasteur Premier Claude, pouvez ouvrir votre micro et parler, puis on va donner la parole à M. Malumbi. Merci, Papa Fidèle. Effectivement, toutes les explications sont bien claires. Il y a un volet qui concerne, par exemple, notre pays, c'est le volet de statut de sauvegarde additionnel dont nous sommes victimes. J'aurais souhaité que l'orateur explique clairement ce que veut dire la sauvegarde additionnelle que le Fonds mondial frappe certains pays pour manque de responsabilité ou pour ne pas toujours respecter les principes du Fonds mondial. Merci, Pasteur Premier Claude. On va prendre également la question de monsieur Malumbi avant de donner la parole à Magloire. Monsieur Malumbi, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je tenais d'abord à remercier l'exposant
pour avoir mis à notre disposition assez d'informations très utiles, hein, notamment sur la compréhension du Fonds mondial et aussi quelques astuces qui vont nous permettre aussi de bien suivre le processus de G7. Bon, tout à l'heure, j'ai suivi le Congo, notamment le président Kipomoso. Je voulais même, à ma question, aller dans ce sens-là. C'était pour, je pense, hein, c'était un point de vue, un avis que tout le monde peut contester, hein, c'est que la sauvegarde additionnelle, c'est la société civile aussi a une part de responsabilité parce que généralement, cette question-là est fondée, focalisée sur les contreparties de l'État, que l'État est incapable de verser. Et la conséquence, c'est ce que nous vivons de la sauvegarde additionnelle en République du Congo. Donc, la société civile aussi, de son côté, devait optimiser, devait renforcer, bien entendu, le plaidoyer pour amener l'État, bien entendu, à verser son contrepartie. Et je pense que, je répète encore, nous avons une responsabilité de plaidoyer pour amener les politiques des décideurs de verser la contrepartie. Donc, c'était ça la première, disons, si vous voulez bien, une contribution. Et la deuxième question, c'est que, toujours dans le même sens, puisque nous sommes en pleine grand making, le président évoquait un point très, très, très important, c'est-à-dire qu'il doit avoir vraiment une vigilance, en tout cas en tout cas très, très maximale, parce que il y a des choses qui se font, surtout qu'au Nouveau-Congo, on avait déjà identifié les sous-bénéficiaires déjà à notre niveau déjà. Ceux qui vont, ce sont les mêmes presque qu'on a reconduits. Et ça, notre projet s'inscrit aussi dans le cadre de la continuité du projet en cours. Donc, la vigilance doit être mise parce qu'il y a des choses qui se font. Tout à l'heure, il a évoqué ça. Mais pourquoi on arrive là, pour qu'il y ait vigilance, il faut associer les personnes qui ont commencé le processus, qui ont été là pendant le dialogue au pays, qui ont été là à l'écriture du projet. Parce que ceux-là, au moins, ils auront tous les éléments qu'ils vont mettre, bien entendu, qu'ils pourront défendre avec hardiesse parce qu'ils ont participé à tout ce processus-là. Même s'ils ne sont pas là, ceux qui vont participer, c'est pas que celui qui était là ou celle qui était là est empêché, mais il faut une fiche. Il faut que les gens remettent à ceux-là qui vont participer à ce processus-là, notamment Grand Making, en ce qui nous concerne, le Congo, ou bien ailleurs, puisque c'est la fenêtre une, il faut une fiche technique pour ceux qui n'étaient pas là. Et ceux qui étaient là doivent être là pour mieux suivre. Parce que si vous n'étiez pas là, vous n'avez pas la fiche, la tentation est grande que vous soyez à la limite, entre guillemets, un peu, soyez embrayé. Voilà. Donc voilà, grosso modo, c'est que je tenais à mettre à la disposition de tout le monde. En tout cas, nous suivons de près le grand making au niveau du Congo. Donc, vous ne serez pas dessus. Nous sommes vraiment, nous sommes très debout pour que les besoins des communautés soient pris en compte. Oui. Merci beaucoup. OK. Ainsi, M. Malombi, exactement, vous avez tout dit. Et c'est pour ça que ça me redonne l'occasion de mettre l'emphase sur les représentants des organisations civiles au niveau de l'ICN et lors des différentes rencontres pour les négociations. Il faudrait que ce soit des personnes qui ont participé à tout le processus, qui ont aussi une bonne connaissance des procédures du Fonds mondial pour défendre les activités qui ont été proposées par les organisations de la société civile. Et pour être vraiment vigilant sur les propositions qui ont été faites, la meilleure façon, c'est d'avoir sa liste des annexes et activité par activité déjà, checker pour savoir si une activité a été intégrée dans la note conceptuelle ou pas. Et ensuite, il faudra maintenant chercher les éléments pour mieux justifier celles qui n'ont pas été prises en compte et porter à l'attention de l'équipe pays du Fonds mondial pour qu'on puisse introduire de nouveau cette activité-là. Maintenant, concernant la préoccupation de M. Claude par rapport aux sauvegardes additionnelles, en fait, c'est un principe. Lorsqu'on fait la demande de financement, il y a le cofinancement qui est attendu des différents pays. Et ce cofinancement est déjà défini et part dans les activités à haut impact. Par exemple, dans des pays comme au Cameroun,
le cofinancement pour le paludisme part dans l'organisation de la campagne de distribution des moustiquaires ou bien sur la subvention VIH pour l'achat des ARV. Et on voit déjà que si l'État ne respecte pas ses engagements de cofinancement, on va se retrouver dans une situation où une partie de la population n'aura pas bénéficié de ces différentes interventions et qui peut compromettre le progrès de la lutte vers la lutte contre l'élimination de la maladie. Donc, ce que le Fonds mondial fait maintenant pour résoudre ce problème de non-respect des engagements de cofinancement, il propose maintenant des sauvegardes additionnelles en allant réduire l'enveloppe budgétaire qui était disponible pour le pays et financer ces activités-là. C'était par exemple le cas au Cameroun lorsque l'État n'a pas pu respecter ses engagements de cofinancement et qu'on devait être en rupture de stock d'ARV, on a coupé des fonds sur la subvention VIH pour acheter les ARV directement et éviter qu'il y ait la rupture de stock. C'est ce qu'on a fait par exemple aussi pour le cas du projet paludisme. Lorsque l'État n'a pas respecté ses engagements, on était déjà en tête de partir sur une réduction de l'enveloppe budgétaire. Donc, le Cameroun, par exemple, sur sa subvention paludisme, a perdu près de 6 millions d'euros parce qu'ils n'ont pas pu respecter les engagements de cofinancement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire du plaidoyer auprès des différentes administrations, donc le ministère des Finances, de l'économie, de la santé, auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat, des mairies, pour qu'on puisse investir plus déjà dans la lutte contre le paludisme et respecter les engagements de cofinancement pour avoir une bonne mise en œuvre. Donc, merci pour vos contributions. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux questions de M. Malombi et de M. Claude. À vous. Merci beaucoup, Magloire, pour ces éléments. Je pense que ça a été très clair concernant aussi bien que ce soit la contribution de la société civile du Grand Making ou les principes comme la sauvegarde additionnelle, ainsi que la sélection des PISA. Il est important de préciser que tout un processus est en marche et il y a des critères bien définis et des responsabilités bien arrêtées pour chaque entité au niveau national comme au niveau du Fonds mondial. Donc, Magloire l'a bien présenté et je crois que l'outil même qui va être mis à votre disposition, peut-être on va encore, vous aurez de plus en plus de détails dans ces outils. Nous apprécions également les interventions du pasteur Premier Claude, de M. Malombi, qui nous ont beaucoup enrichi avec leur expérience du côté du Congo-Brazzaville, qui est déjà en plein processus de grand making. Je tiens à rappeler, parce que Claude l'a dit, le Congo-Brazzaville est dans le processus du grand making. Et de ce côté-là, la société civile a fait des constats graves, des constats alarmants, et est en train de prendre des dispositions pour que cela ne puisse pas arriver, ne puisse pas compromettre la lutte contre la maladie dans leur pays. Je pense que ce partage d'expérience est un appel pour nous tous qui sommes en train de débuter le grand making ou qui n'ont pas encore commencé, pour qu'on soit vigilant. Magloire l'a dit, il est important d'être vigilant et surtout d'avoir à notre disposition les dernières versions des documents soumis au Fonds mondial. La note conceptuelle, l'annexe des priorités, c'est vraiment important d'avoir cela pour se rassurer que ce qui avait été proposé a effectivement été soumis. Que nous ne soyons pas surpris à la dernière minute, mais on avait proposé ceci, pourquoi nous n'avons pas cela? Donc, franchement, soyons vigilants. Si nous n'avons pas ces documents-là, et ceux qui font partie de ces comités ou bien qui sont impliqués dans le grand making dans le pays, rapprochons-nous déjà de ceux qui ont le document, et c'est essentiellement le l'ICN. Donc, l'ICN, CCM, ils ont les documents de soumission des demandes de financement. Rapprochez-vous d'eux et vous pouvez récupérer cela pour vous rassurer d'avoir la bonne information et pouvoir mieux agir dans le cadre du grand making. Nous allons peut-être, avant de passer à la conclusion, de voir est-ce qu'il y a encore des mains levées. Nous avons plus d'autres mains levées. OK, on a M. Adam Tamsoudima qui a la main levée. Bon, là, je sais, M. Tamsoudima, pour ouvrir votre micro. Bon, là, je pense que mon micro est bloqué. Magloire, c'est toi qui as l'opportunité d'ouvrir le micro de M. Tamsoudima. Je ne sais pas si tu peux lui permettre de parler, comme ça, on va pouvoir poser sa question. Il y a un bouton cliquer là, c'est toi pour pouvoir permettre.
Je vois juste 3 mains. Oui, Malumba, Claude et Adam. Oui, Adam. Si tu cliques sur le nom, tu vas voir permettre de parler. Non, il est toujours haut. Je ne vois pas. Hein? Ok, bon. Je ne sais pas si près de mon nom, tu peux me mettre co-hôte. Je pense que si tu peux cliquer sur les 3 boutons près de mon nom, tu vas pouvoir assigner co-hôte. Oui. Assigner animateur, oui. Là, je vais pouvoir faire cela. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Monsieur Tamsoudima, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Ou bien partager votre expérience. Alors, monsieur Adam, vous nous entendez? Bon, je crois que monsieur Adam a peut-être un souci de connexion. Il va revenir. N'hésitez pas à partager également à poser vos questions dans le chat box. On va revenir là-dessus. OK, monsieur Tamsoudima, puis vous son micro. Nous vous écoutons, monsieur Tamsoudima. Oui, merci beaucoup. Merci. Je remercie tout le monde. Je suis tellement intéressé par le thème que j'étais depuis 8 heures assis, mais malheureusement, par faute de connexion, je n'ai pas pu donc suivre les présentations. Mais avec les discussions, j'ai déjà une certaine idée de ce qui a été présenté. Mais il faut se dire que vraiment, c'est réconfortant que vous vous intéressez à cet aspect de la chose, parce que le grand meeting, ça va venir pour nous autres qui avons soumis pour la première fenêtre, et que vous vous rappelez à Cotonou, on avait vraiment essayé de réfléchir autour de ça. Quelque chose a été proposé, mais la synthèse n'a pas été partagée. Monsieur Fidèle, moi j'attends encore, parce qu'on a fait des propositions effectivement concrètes par rapport à ceux qui n'ont pas encore soumis pour qu'ils puissent effectivement profiter. Ce qui c'est toujours est-il dit que vraiment, il faut partager ce qui a été présenté là pour qu'on puisse nous aussi avoir une idée claire de la chose. Sinon, vraiment, je suis très, très, très intéressé parce que par rapport aux défis, aujourd'hui, le Niger, vous le savez très bien, fait partie des 11 pays où vraiment où les populations sont infectées et affectées par le paludisme. Et nous faisons partie des pays, des 11 pays qui ont les 70% effectivement des cas et plus de 111% des décès dans le monde. Donc vraiment, il faudra effectivement nous faire le partage et je ne veux pas abuser du temps, surtout que le temps est limité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tamsoudima. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les présentations seront partagées ainsi que les mini-guides qui ont été élaborés avec l'appui de nos experts. On va mettre cela à la disposition de tout le monde et vous aurez de plus en plus d'informations sur le Grand Making ainsi que sur les autres thématiques qui ont été développées à la suite de l'atelier du Bénin. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup à vous, M. Tamsoudima. Sans plus tarder, je vais remercier une fois de plus notre principal expert, Magloire, et vous remercier aussi vous. Mais avant de vous remercier, je vais d'abord passer la parole à M. Babaka Thiam, qui va nous édifier également, qui va nous faire un petit partage d'expérience en guise de conclusion de ce webinaire. Et avant de pouvoir mettre la clé sur le paillasson. Mon cher Babaka, nous sommes à ton écoute. Merci. Merci beaucoup, mon cher Fidèle. Merci à l'ensemble des collègues. Merci également à Sasfoni, à Isa, qui ont voulu vraiment nous offrir encore davantage cette belle opportunité pour la société civile. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique et le monde concernant le niveau d'engagement, la promotion de
l'engagement de la société civile. Et franchement, il faut qu'on vous félicite, qu'on vous encourage par rapport à cela. C'est vraiment un véritable investissement qui permet aujourd'hui à la société civile d'occuper sa place, qui est la sienne. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là, mais il s'agit d'être là en montrant ses preuves et les armes qui permettent à la société civile de montrer qu'il existe dans l'écosystème des acteurs, c'est les compétences. C'est le renforcement des compétences à tous les niveaux. Aujourd'hui, le sujet qui nous réunit est un sujet éminemment important. C'est le grand making. Je vais y revenir un peu, mais je voudrais, à l'attention du public, j'ai regardé le nombre de participants qui tournaient au départ, plus de 76 participants, ce qui est extrêmement important, ce qui justifie la valeur ajoutée par rapport à ce renforcement de capacité, qu'il y a autant de monde. Et moi, je suis Babacar Thiam, donc je suis spécialiste en stratégie de financement de la santé. Je suis un expert communautaire et un consultant. Mais j'ai eu la chance, depuis 2002, d'être dans les procédures du Fonds mondial. 16 années d'expérience au niveau du CESEM, après être aussi personne ressource du CESEM, mais également consultant depuis quelques années. Je travaille sur les procédures du Fonds mondial et j'accompagne la société civile au niveau de mon pays, mais également en Afrique, dans les procédures du Fonds mondial, notamment dans le dialogue pays, la rédaction donc, des demandes de subventions, et jusqu'à l'étape où aujourd'hui on est en train de discuter, c'est le grand making. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, surtout par notre ami et notre expert Magloire, que je félicite, mais je félicite également aussi Fatima qui a fait une introduction qui est assez très résumée, qui est structurée autour de l'essentiel. Magloire a rappelé de façon globale qu'est-ce que les procédures du Fonds mondial mettent l'accent particulier sur le grand making. Je voudrais simplement, dans le cadre de la clôture de cette session, insister sur des points essentiels, à mon avis, qui complètent également la présentation. Ces points-là, pour moi, il s'agit de tout préparer depuis le départ. Parce que tout commence d'abord au pré-dialogue. Si on rate le pré-dialogue, on aura à rater tout. Parce que c'est le pré-dialogue qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous organiser et d'entrer dans un processus avec différentes étapes. Ça, il faut que les acteurs le reconnaissent. On ne peut pas brûler des étapes pour venir dire, OK, on va préparer le grand making. Le grand making n'est qu'une étape importante, mais elle n'est pas la première étape. C'est pourquoi commencer par le commencement d'abord est extrêmement important. Ensuite, c'est le dialogue. Un dialogue qui est ouvert, qui est inclusif, mais un dialogue qui respecte l'équité territoriale. Il ne s'agit pas de se limiter dans les grandes villes, mais il s'agit d'aller à l'intérieur du pays, il s'agit d'aller à la rencontre de tout le monde. C'est une consultation inclusive qui doit couvrir l'ensemble du territoire, mais l'ensemble des cibles. Aujourd'hui, on parle du palu, mais s'il s'agit du palu, de la tuberculose et les autres aspects, le renforcement du système communautaire, il faudra prendre en compte l'ensemble des acteurs, l'ensemble des cibles qui sont concernés par ces aspects-là. Alors, l'autre étape, c'est vraiment de s'organiser à être dans les comités de rédaction. Les produits retenus par la société civile doivent faire l'objet d'inscription dans les demandes de subvention. Et si on ne les maîtrise pas, si on envoie des acteurs qui n'ont aucune maîtrise et qui vont être dans les comités de rédaction parce que simplement j'appartiens à telle ou telle entité, ou bien j'ai des possibilités
d'être dans le comité parce que j'ai des relations avec tel programme ou tel responsable de programme, ça ne peut pas aller. Il faut mettre des personnes à la place qu'il faut et leur donner tous les moyens, toutes les compétences, tous les outils nécessaires pour mieux défendre les priorités retenues par la société civile à l'occasion donc des différents dialogues. Ça, c'est extrêmement important. Il est évident qu'on ne peut pas faire passer toutes les priorités, mais heureusement aujourd'hui, dans le cadre de G7, le Fonds mondial nous a donné une nouvelle opportunité qui n'a jamais existé, c'est-à-dire pour chaque demande de subvention, de définir 20 priorités essentielles par la société civile. En tout cas, pour le cadre du Sénégal, nous avons tout fait pour que chaque demande, il y a 3 demandes, pour chaque demande, qu'on puisse vraiment l'accompagner des livrables contenant donc les 20 priorités essentielles. Mais cela ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas à ce niveau. Il faudra voir comment ces 20 priorités qui sont déjà définies par la société civile, essayer de les traduire par des activités concrètes et budgétisées. Mais essayer de voir est-ce que ces activités-là sont incluses dans la demande ou bien on les a positionnées dans le parc, c'est-à-dire le financement au-delà. Parce que souvent, les programmes peuvent vous dire, oui, on les prend, mais il n'y a pas assez de ressources, on va essayer de les positionner dans le parc. Le financement au-delà, bon, je ne dis pas que ce n'est pas rassurant, mais quand même, ce n'est pas la même chose par rapport à l'enveloppe allouée au pays. Et c'est là-bas où on doit être encore vigilant. Mais une fois que cette étape est terminée, il y a une sous-étape qui est très importante. Parce qu'une fois que le CESEM fasse son assemblée générale, valide avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires, les documents, les demandes de financement, il y a le suivi qu'il faut mettre en place. Un mécanisme léger, simplifié, mis en place par la société civile, permet de suivre de bout en bout le processus. Les feedbacks du Fonds mondial sont extrêmement importants. Ça peut désarticuler, comme ça peut aussi consolider davantage ce que le pays a pu faire. Parce que si on ne le suit pas, à l'arrivée, au moment de grand métier, on peut avoir d'énormes surprises. D'énormes surprises. Parce qu'on se dira, mais pourtant, comme le cas du Congo, pourtant, on a proposé les activités de renforcement du système communautaire, on ne l'a pas vu. Mais est-ce que le Congo, je me pose la question, à ce niveau, est-ce que le Congo a pu mettre en place un mécanisme simplifié de suivi pour vraiment voir les feedbacks et concernant les aspects communautaires, est-ce qu'on a consulté la société civile pour qu'elle puisse apporter des réponses par rapport à ça? Pour le cas du Sénégal, lorsque le TRP a fait quelques observations sur l'observatoire communautaire et le CLM qui est en cours de mise en œuvre et sa phase d'extension, moi, aussitôt, on a interpellé la société civile. Comme j'étais le consultant, je le suis encore, de la société civile par rapport à ce processus-là, on m'a demandé les documents et j'ai fait une réunion avec la Direction générale de la santé. Et je les ai fournis tous les éléments et suivre le processus jusqu'à ce que le document final qui est envoyé avec les commentaires au Fonds mondial, je le suis. Et donc, c'est pour dire encore, la vigilance doit être de mise à tout moment sans interruption. L'autre étape, c'est maintenant le grand mec en tant que tel. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été présenté, c'est comme ça que ça se présente. Mais ça, c'est dans la réalité. Mais dans les faits, il faut voir souvent comment ça se fait. Et la consigne que je donne, en tout cas, les remarques, les recommandations que je donne, c'est d'abord avoir la feuille de route du Fonds mondial, l'équipe de mission qui va venir dans le pays. Il faut avoir la feuille de route. Parce que c'est la feuille de route qui va clarifier comment les rencontres vont être organisées. Avec des termes de référence, les dates, les heures de réunion et les lieux de réunion et les programmes qui sont concernés et les rencontres avec les CESEM.
Si on rate ça, on est dans le flou, on ne sait même pas comment ça doit se passer. Vous allez avoir l'information que le Fonds mondial est dans votre pays, mais vous ne savez même pas où est-ce que la réunion est organisée, sur quoi ils vont discuter, quels sont ceux qui sont pressentis pour participer à cette réunion. C'est pourquoi il est demandé de mieux s'organiser avant que le Fonds mondial n'envoie sa feuille de route au CCM pour être communiqué à l'ensemble des programmes, y compris aussi la société civile. Vigilance encore davantage. Et cette période-là, ça doit être une période à laquelle la société civile doit mettre en place sa task force et indiquer avec des directives très claires, dire à chaque responsable qui a suivi depuis le pré-dialogue, le dialogue, la rédaction des demandes de subvention, dire, voilà, vous êtes chargé de suivre tel dossier, parce que tout le monde ne peut pas suivre les mêmes dossiers. Mais on peut responsabiliser des personnes. Vous là, vous êtes responsabilisé à suivre le volet PAD, la tuberculose, le renforcement du système communautaire, le VIH-Sida, ainsi de suite, les questions de droits humains, voilà. C'est comme ça que ça doit se faire. Ce qui fait que quand vous aurez la feuille de route, vous allez disperser, positionner ces acteurs-là. Mais bien entendu également, si vous pensez que ces acteurs-là qui sont positionnés n'ont pas peut-être suffisamment de compétences techniques, mais vous mettez en place un expert, une assistante technique qui permet à l'expert de discuter en permanence et d'échanger des informations en permanence avec ces derniers-là, pour leur mettre dans les meilleures conditions de négocier avec les programmes en présence du Fonds mondial, également aussi avec le CCF. Ça, si vous le faites, vous avez de fortes chances de pouvoir maintenir les acquis qui sont déjà positionnés dans les demandes de subvention. Après cette partie-là, il s'agit d'organiser des réunions périodiques avec la task force. Ces réunions périodiques-là permettent de faire le bilan régulièrement, au quotidien ou chaque 2 jours. S'il y a des manquements, comment essayer d'apporter des corrections nécessaires à ces manquements-là. S'il s'agit d'interpeller le CCM par rapport à ça, qu'on n'hésite pas de le faire par email et même par téléphone. Et si c'est nécessaire, même de proposer une réunion avec le secrétariat permanent du CCM. Et si c'est un programme qui est concerné, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'il s'agit de défendre les priorités de la société civile. Maintenant, si tout est bien conclu et qu'il n'y a pas trop de remarques, trop d'observations, dans ce cas de figure, on applaudit. On sait que donc le processus a été transparent et ça a permis à tout le monde de pouvoir vraiment défendre ses priorités. Mais on peut faire tout cela, mais avoir la garantie que la structuration pour la mise en œuvre de la subvention, c'est-à-dire la sélection des PA et des sous-récipiendaires, il faut être encore vigilant. Au moment où le Fonds mondial est présent dans le pays, discuter avec le Fonds mondial en présence du CCF et les programmes pour éviter tous les risques qui peuvent faire l'objet de blocage par rapport à la mise en œuvre. Parce que la subvention est établie maintenant. Oui, techniquement, c'est correct. Ça répond aux critères de tel pays et le comité d'approbation va sûrement approuver la subvention. Mais si au niveau du pays, le choix, quelle que soit la sélection qui a été faite, mais si cette sélection cache vraiment certains manquements que vous avez l'expérience de vivre, tout ça, c'est le lieu de poser sur la table ces manquements et en discuter en présence du client. Et exiger qu'il y ait un procès verbal, un compte rendu que la société civile doit garder par devers nous. Au cas où il y a d'éventuelles situations de blocage, vous faites sortir ce document-là et vous mettez ça à la disposition du Fonds mondial et pourquoi pas le CCM. Parce que si le CCM était là, le Fonds mondial est là et qu'il y a des choses que vous n'avez pas discutées, le jour où vous aurez à réclamer un certain nombre de choses, le Fonds mondial vous dira, mais vous étiez présent
où vous avez vos représentants qui étaient présents lors des négociations. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, tout le reste, c'est des aspects techniques qui nécessitent un renforcement de capacité, c'est-à-dire la maîtrise du cadre modulaire qui indique les priorités du Fonds mondial, mais également le cadre de performance dont le Fonds mondial vient négocier avec les programmes. Et dans ce cas aussi, la société civile doit regarder quels sont les indicateurs qui lui sont affectés et pour lesquels elle est appelée à les réaliser, en tout cas à contribuer à leur réalisation. Donc, dans ce cas de figure, si les représentants ne sont pas suffisamment outillés, il faut qu'elles soient accompagnées d'un expert communautaire, en tout cas un expert qui s'y connaît, qui a une maîtrise des procédures du Fonds mondial pour leur accompagner à faire ce travail. Donc, voilà, M. Fidèle, les éléments de recommandation, en tout cas, que je voulais faire partager avec vous, tout en vous remerciant, mais également tout en saluant la présentation de Magloire, mais également l'introduction. Et vous également qui avez modéré ce panel-là, qui est un panel, en tout cas, l'un des meilleurs, en tout cas, pour moi, parce que le Grand Meki, je dis encore une fois, c'est le cœur. Vous pouvez faire un bon dialogue, vous pouvez identifier les priorités, mais quand vous arrivez à la table de négociation où le CCM est là, les programmes sont là, le Fonds mondial est là, les acteurs concernés de la mise en œuvre sont là, les sous-récipiendaires, pardon, les récipiendaires, et tout le monde est là autour de la table, et que vous ne parveniez pas à faire valider vos priorités, c'est fini pour vous. C'est fini. Donc, ce cycle-là, c'est fini. Il faut maintenant attendre un autre cycle. Mais ce cycle-là, c'est fini. Donc, c'est pourquoi tout ce que nous pouvons faire en termes d'investissement, de renforcement de capacité, de soutien, d'accompagnement technique, de conseil, d'orientation, tout est possible. Des outils qu'il faut, comme par exemple l'outil que vous avez élaboré, que j'ai bien apprécié. Je l'ai reçu depuis et j'ai même fait des feedbacks. Donc, c'est pour dire encore une fois, cette logique-là, dans les procédures du Fonds mondial, est une continuité. D'une étape à une autre, il n'y a pas de rupture, tout est lié et par conséquent, on doit être présent constamment et avec aussi vraiment des éléments qui nous permettent de pouvoir nous défendre. Donc ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Je suis très content de partager avec vous ces quelques... Au Sénégal, on est en train de nous organiser. Pas plus tard que hier, on a fait une petite réunion par rapport à ça. Et on a également aussi l'appui du CCM à travers également France Expertise. Donc, voilà, et on sollicite également SAS FONI parce que nous comptons mettre en place vraiment cet aspect-là pour nous accompagner. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, mon cher Babacar, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très poignante et plein de conseils. Nous sommes vraiment à une étape cruciale. Si à cette étape-ci, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que les priorités que nous avons pu identifier lors des étapes précédentes ne soient pas y inclus définitivement et financées, tout ce que nous aurons fait avant n'aura pas servi à grand-chose. Donc, il est essentiel, il est important, il est primordial de pouvoir faire tout ce qu'il faut, du bon plaidoyer, du suivi des résolutions prises, tout ce qui est nécessaire pour nous assurer que les priorités que nous avons définies avec les communautés vulnérables et que nous avons pu insérer dans la note conceptuelle puissent y être maintenues et financées dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention 2024-2026. C'est ce dont nous avons parlé depuis le matin avec Fatima. Fatima l'a si bien soulevé dans le cadre du propos introductif. Magloire l'a bien présenté en nous donnant tous les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir mener un grand making de qualité, une contribution de qualité lors du grand making. Et nous avons fini avec un très bel résumé, un très beau résumé de la part de Babacar du Sénégal,
qui nous a rappelé également, comme l'a fait Magloire, et même comme l'a fait Fatima, les étapes précédentes pour chuter sur cette étape qui est le grand making et comment est-ce que nous devons y contribuer. Il est important qu'on puisse bien s'organiser, qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse vraiment définir tout ce qu'il faut pour que ce qui a été proposé au préalable puisse être validé et financé dans le cadre de la prochaine subvention. Donc, merci vraiment à tous les panélistes qui ont répondu présents à notre invitation, à l'invitation du secrétariat CSOMI. Merci, un merci spécial à tous les participants. Nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. Vous nous avez consacré du temps en cette matinée ou en cet après-midi dans certains pays pour ce webinaire très important. Et nous ne pouvons que vous dire merci et vous dire que le secrétaire CSOMI est présent, est disponible pour toutes vos préoccupations. N'hésitez pas à nous écrire lorsque vous avez la moindre préoccupation. Nous voulons qu'ensemble, on puisse faire remonter et s'assurer que les besoins des communautés vulnérables puissent être maintenus dans la prochaine subvention qui va être mise en œuvre dès 2024. Pour que cela soit maintenu, il faut que nous contribuions de manière efficace. Comme l'a bien rappelé le pasteur Premier Claude, ainsi que le docteur Jean-Claude Rakotomala de Madagascar, M. Malumbi, ainsi que M. Tamsoudjima, tous ceux qui ont intervenu de près comme de loin lors de ce webinaire, nous avons bien écouté. Nous sommes sûrs que tous ceux qui ont participé à ce webinaire l'ont bien écouté, vont pouvoir l'appliquer dans leurs pays respectifs afin que les besoins des communautés vulnérables soient respectés et pris en compte dans la suite du processus CVN. Sans plus tarder, on va demander aux uns et aux autres d'ouvrir la caméra pour la photo de famille. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse facilement permettre au maximum de personnes d'ouvrir leur caméra pour la photo de famille avant de nous séparer. Donc, nous sommes en train de vous promouvoir panélistes. Nous vous prions d'accepter lorsqu'on vous envoie là, lorsque vous recevez le message afin de pouvoir participer participer à la photo de famille.